Une confession choquante secoue l'Allemagne. L'excellence de l'ingénierie allemande, enseignée depuis 30 ans, n'était qu'une illusion. La réalité de la France, reconnue par le proviseur d'un prestigieux lycée technique de Munich, a ébranlé les certitudes de l'Allemagne. Pour les 18 meilleurs élèves de ce lycée, incarnation d'une fierté technique vieille de 150 ans, la France n'était qu'une simple étape de transit. Cependant, un séjour imprévu de 48 heures, causé par une catastrophe naturelle, a complètement anéanti leurs convictions. Monsieur le professeur, l'Allemagne est-elle vraiment un pays avancé ? Voici pourquoi, en seulement 2 jours, l'élite allemande s'est retrouvée à genoux. Bonjour, je suis Karl Müller et j'enseigne la physique depuis 30 ans au lycée technique de Munich. L'automne dernier, nous avons préparé un programme éducatif exceptionnel, une visite au Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget, à Paris. Un voyage pour que 18 de nos plus brillants élèves découvrent par eux-mêmes les technologies de pointe françaises. Depuis des mois, les élèves se préparaient, menant notamment un projet d'analyse comparative entre les prouesses technologiques allemandes et françaises. Le matin de notre départ de l'aéroport de Munich, leur visage rayonnait de confiance. Félix, spécialisé en génie mécanique, déclara avec assurance « Monsieur, aussi sophistiqué que soient les avions français, ils ne pourront jamais égaler la précision de l'ingénierie allemande. » Anna, future experte en programmation, renchérit exactement. Et puis, notre concept d'Industrie 4 n'est-il pas la norme mondiale ? Les Français eux-mêmes viennent apprendre chez nous. Parquisés tant que l'amant. Intérieurement, j'étais d'accord avec eux. L'excellence de l'industrie manufacturière allemande était un fait reconnu mondialement. La fierté de nos 150 ans d'ingénierie était gravée dans l'ADN de chacun d'entre nous. Le vol de 2 heures se déroula sans encombre. Même à bord, les élèves démontraient leur passion en analysant des documents sur les entreprises aérospatiales françaises. Mais alors que nous survolions le Massif central, l'impensable se produisit. L'avion se mit à trembler violemment. Puis, la voix calme du commandant de bord retentit dans la cabine. « Mesdames et messieurs, en raison d'une tempête d'une violence inouïe qui s'abat sur le nord de la France, l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle est actuellement fermé. Pour votre sécurité, nous allons nous dérouter vers l'aéroport de Toulouse-Blagnac. » Un murmure d'étonnement parcourut les rangs des élèves. Pour la plupart d'entre eux, la France se résumait à Airbus et au TGV. Marc, qui étudie l'électronique, demanda d'un air inquiet « Monsieur, l'aéroport de Toulouse sera-t-il prêt à nous accueillir ? Il est si tard. » Honnêtement, j'étais moi aussi préoccupée. En Allemagne, après 22 heures, la plupart des services s'arrêtent. Même à l'aéroport de Francfort, le personnel est réduit au strict minimum la nuit. L'avion pénétra dans l'espace aérien de Toulouse. Le panorama nocturne de la ville était stupéfiant. Bien qu'il fût presque 2 heures du matin, la métropole scintillait de 1000 feux. Dès notre atterrissage à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, le premier choc commença. À peine l'avion avait-il atteint sa porte d'embarquement que la passerelle se connecta. Au moment où la porte s'ouvrit, 5 agents aéroportuaires nous attendaient. À 2 heures du matin, plus surprenant encore, l'un d'eux nous accueillit dans un allemand parfait. Bonsoir et bienvenue. En raison de cet atterrissage d'urgence dû à la tempête, nous avons mis en place une procédure d'entrée spéciale pour vous. Une procédure d'entrée spéciale, nous avons vite compris ce que cela signifiait. Au lieu de nous diriger vers les postes de contrôle habituels, on nous guida vers un couloir séparé où 3 guichets d'immigration supplémentaires avaient déjà été ouverts pour nous. Léna, spécialisée en design industriel, murmura en regardant sa montre « 3 minutes depuis l'ouverture de la porte et nous sommes déjà au contrôle des passeports. » Le temps passé à l'immigration fut encore plus renversant. Grâce à une combinaison de portiques automatisés et d'agents, notre groupe de 19 personnes a franchi la frontière en exactement 5 minutes et 12 secondes. J'ai chronométré. Félix, incrédule, s'exclama. « À Francfort, il nous faudrait au moins 30 minutes. » Comment est-ce possible ? Nous nous sommes dirigés vers la zone de récupération des bagages. Le tapis roulant était déjà en marche et nos valises arrivaient les unes après les autres. La dernière valise est apparue en 8 minutes. En sortant de l'aéroport, un autocar nous attendait. Un agent au sol de la compagnie aérienne nous expliqua « Nous avons réservé des chambres d'hôtel dans le centre de Toulouse en attendant la réouverture des liaisons vers Paris. Le trajet dure environ 40 minutes. » La tempête devrait durer encore 2 jours. Vous séjournerez donc ici environ 48 heures. Anna, stupéfaite, demanda « Mais il est 2h30 du matin, l'hôtel pourra nous enregistrer. » L'agent répondit avec un sourire « La France est un pays qui vit 24 heures sur 24. Ne vous inquiétez pas. » Le bus démarra.
Par la fenêtre, l'autoroute était éclairée comme en plein jour, les lampadaires illuminant parfaitement la chaussée et les panneaux électroniques affichant des informations sur le trafic en temps réel. Malgré l'heure tardive, la circulation était fluide et ordonnée. Marc sortit son ordinateur portable et commença des recherches. « Monsieur, je viens de tester la vitesse du Wi-Fi gratuit de l'aéroport, 500 mégabits par seconde, gratuitement. À l'aéroport de Munich, le Wi-Fi payant atteint péniblement 10 mégabits par seconde. Les élèves commencèrent à s'agiter. Nous sommes arrivés à l'hôtel à 3h10 du matin. 3 employés étaient de service à la réception et nous ont accueillis d'une seule voix. La procédure d'enregistrement fut elle aussi un choc. En présentant nos passeports, l'employé les a scannés avec une tablette et a instantanément émis nos clés de chambre. 30 secondes par personne. L'enregistrement des 19 personnes a pris moins de 10 minutes. En montant dans l'ascenseur, Félix dit « c'est étrange, tout est incroyablement rapide, mais parfaitement précis ». En Allemagne, la précision ralentit les choses et la vitesse entraîne des erreurs. En entrant dans ma chambre, la climatisation était déjà en marche. De l'eau minérale et quelques gâteaux étaient disposés sur la table. À côté du lit, un mot accompagnait un guide touristique de la ville. Il était écrit en allemand « Bien que votre visite soit imprévue, nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues. Passez une excellente nuit ». Je regardais par la fenêtre. À 3h30 du matin, la ville était vivante. Les enseignes des supérettes brillaient et des taxis sillonnaient les rues. Allongée sur mon lit, je n'arrivais pas à croire qu'en seulement 1h30, nous avions géré un atterrissage d'urgence, l'immigration et l'enregistrement à l'hôtel. En Allemagne, cela aurait pris au moins 3 heures. Je ne savais pas encore que ce n'était que le début. Je n'imaginais absolument pas à quel point la rapidité française que nous allions découvrir au cours des 46 prochaines heures serait bouleversante. À 4h du matin, je me tournais et me retournais dans mon lit. J'ai abandonné. Le décalage horaire et l'excitation m'empêchaient de dormir. En sortant dans le couloir, j'ai vu que plusieurs élèves étaient déjà debout. Félix, Anna et Marc tenaient quelque chose. À ma grande surprise, c'était de la nourriture chaude. « Monsieur, nous venons de l'acheter à la supérette. Ils vendent des plats chauds à 4h du matin. » Incrédule, je suis allée vérifier par moi-même. En face de l'hôtel, une petite supérette de type Carrefour City était brillamment éclairée. En entrant, j'ai été saisie. Dans ce petit espace, il y avait de tout, des plats préparés, des sandwichs, des salades, et même un espace pour se préparer des pâtes instantanées. Plus surprenant encore, alors que je prenais un sandwich, un employé s'est approché et m'a demandé « Je vous le réchauffe ?» Un tel service à 4h du matin, au moment où je recevais mon sandwich chaud réchauffé en 30 secondes au micro-ondes, un autre choc m'attendait. Le paiement a pris 15 secondes. Scan du code barre, paiement sans contact, impression du reçu. Anna chronométrait avec son smartphone. 3 minutes et 12 secondes entre l'entrée et la sortie. Dans un supermarché allemand, on attendrait 10 minutes rien qu'à la caisse. Dans un coin de la supérette, nous avons assisté à une scène encore plus incroyable. Un homme a commandé quelque chose sur son smartphone et 5 minutes plus tard, un livreur est apparu. Une livraison à 4h du matin. Ai-je demandé à l'employé ? Il m'a expliqué qu'il s'agissait du service Amazon Prime Now. Une commande passée au milieu de la nuit peut être reçue avant le petit déjeuner. Marc a immédiatement commencé à télécharger l'application. Si c'est vrai, c'est une révolution logistique. Même Amazon, en Allemagne, peine à livrer le lendemain. En retournant à l'hôtel, nous avons vu quelque chose d'encore plus étonnant. Un scooter de livraison Deliveroo entrait dans un immeuble. Une livraison de repas à 4h30 du matin, s'exclama Léna. En Allemagne, même les livraisons de pizza s'arrêtent à 22h. Ici, on peut se faire livrer 24h24. De retour dans le hall de l'hôtel, le veilleur de nuit s'est approché de nous. « Vous n'arrivez pas à dormir ? Puis-je vous offrir un café ?» Moins de 2 minutes plus tard, il nous servait des cafés chauds. Pas du café instantané, mais un vrai expresso préparé avec une machine professionnelle. Un service gratuit de nuit, apparemment. À 7h, nous nous sommes retrouvés au restaurant de l'hôtel pour le petit déjeuner. Le buffet proposait ce qui semblait être plus de 100 plats différents. Viennoiserie, charcuterie, fromage, plats chauds, tout y était. Mais la vraie surprise était ailleurs. Au Live Kitchen, on pouvait commander des œufs préparés à la minute. Mon omelette a été prête en 1 minute, exactement 58 secondes entre la commande et le service. Félix chronométrait. C'est impossible. Maintenir une telle qualité à cette vitesse, c'est alors que Anna a découvert quelque chose qui nous a tous stupéfiés. Un écran géant sur un mur du restaurant retransmettait en direct
ce qui se passait en cuisine, un système pour montrer la transparence en matière d'hygiène et de préparation. En cuisine, 5 chefs travaillaient en parfaite synchronisation. L'un coupait, l'un cuisait, l'un dressait. Cela ressemblait à une chaîne de production, mais la qualité de la nourriture était irréprochable. Après le petit déjeuner, le directeur de l'hôtel est venu nous voir. La tempête devrait durer encore 2 jours. La compagnie aérienne a organisé un programme spécial de visite de Toulouse pour vous. Un bus touristique a été affrété. 30 minutes plus tard, le bus est arrivé. Mais ce n'était pas un bus ordinaire. Le Wi-Fi était de série et chaque siège disposait d'un port de chargement USB. On nous a même fourni une application pour suivre sa position en temps réel. Notre première destination était un immense site technologique d'un grand constructeur aéronautique. Le guide a expliqué « Je vais vous montrer la vitesse à la française ». En arrivant sur le site, l'immensité des lieux nous a frappés. Il nous a fallu à peine 2 minutes pour obtenir nos badges visiteurs à l'accueil. La reconnaissance faciale a généré nos badges instantanément. En entrant dans le hall d'exposition, une scène choquante s'offrait à nous. On pouvait voir en temps réel la chaîne d'assemblage d'un nouveau modèle d'avion avec le temps de production par section affiché à l'écran. 40 secondes, Marc a sorti sa calculatrice. 40 secondes, ça fait 90 sections par heure, 2160 par jour et c'est qu'une seule ligne de production. Le contrôle qualité était encore plus impressionnant. Des caméras dotées d'intelligence artificielle détectaient les défauts en 0,1 seconde. Les inspecteurs humains ne faisaient qu'une vérification finale. Ensuite, on nous a présenté la ligne de production des micro-composants électroniques. Nous ne pouvions pas la voir directement, mais une vidéo expliquait le processus. Une puce complète prend 3 mois à fabriquer, mais 100 000 unités sont produites chaque jour. Félix secoua la tête. Même chez Infini en Allemagne, cette vitesse est impensable. Produire en si grande quantité, tout en maintenant une telle précision, l'heure du déjeuner est arrivée et nous nous sommes dirigés vers le restaurant d'entreprise. Un espace immense capable d'accueillir 5000 personnes en même temps, mais il n'y avait absolument aucune file d'attente. Le secret était simple, 10 îlots de menus différents, chacun avec 3 caisses. Prendre son plateau, choisir son plat et payer prenait 30 secondes, un système permettant à 5000 personnes de déjeuner et de repartir en moins de 30 minutes. L'après-midi, nous avons visité un centre logistique d'Amazon. Nous voulions voir de nos propres yeux le secret des livraisons matinales. En entrant dans l'entrepôt gigantesque, des robots transportaient les marchandises. Les humains ne s'occupaient que de l'emballage. Le temps moyen entre la commande et la fin de l'emballage était affiché sur un panneau lumineux, 3 minutes et 27 secondes. Le directeur du centre logistique nous a expliqué « Toute commande passée avant minuit est livrée avant 7 heures du matin. C'est possible dans toute la région de Toulouse et dans la plupart des départements voisins. » Anna a demandé « Mais comment les livreurs font-ils pour travailler à ces heures ? Nous travaillons en 3 à 8. » L'équipe du matin commence à 3 heures. En contrepartie, leur salaire est majoré de 50%. En Allemagne, le travail de nuit est extrêmement réglementé, mais ici, tout était systématisé. Ce qui était étonnant, c'est que les employés n'avaient pas l'air fatigués grâce à une division parfaite du travail et à l'automatisation. En quittant le centre, nous avons observé les camions de livraison. Un camion contenait 300 colis et le chauffeur utilisait une tablette pour visualiser l'itinéraire de livraison optimale. Vous livrez combien de colis par jour ? En moyenne, 250. 1 minute par livraison suffit amplement. 250 colis, 250 minutes, soit un peu plus de 4 heures pour terminer sa tournée. Sur le chemin du retour à l'hôtel, Marc a dit « Monsieur, qu'avons-nous appris en Allemagne finalement ?» La précision, la qualité. La France possède tout cela, en plus de la vitesse. Félix a dû admettre « J'ai travaillé à l'usine Mercedes, mais je n'ai jamais vu une telle rapidité. Pourtant, la qualité est irréprochable. » Ce soir-là, nous nous sommes réunis dans le salon de l'hôtel pour faire le point sur ce que nous avions vu. Anna tapait des données sur son ordinateur portable. Taux de réussite de la livraison le jour même d'Amazon en Allemagne, 15%. Taux de réussite de la livraison matinale d'Amazon en France, 99%. Taux d'automatisation des usines allemandes, 75%. Taux d'automatisation des usines françaises visitées, 92%. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes, montrant à quel point nous étions en retard. Le lendemain matin, notre guide nous a fait une proposition spéciale. Que diriez-vous de prendre le TGV jusqu'à Bordeaux ? C'est le train à grande vitesse français. Les yeux des élèves allemands se sont illuminés. Lycée, notre train à grande vitesse,
était notre fierté. Je pensais que nous avions enfin trouvé un domaine où l'Allemagne excellait. Nous sommes arrivés à la gare de Toulouse-Matabio. L'immense structure de verre et d'acier brillait sous le soleil matinal. En entrant dans la gare, un autre choc nous attendait. Devant les bornes automatiques, il y avait une option en allemand. L'achat de 19 billets de groupe pour Bordeaux a pris exactement 1 minute et 45 secondes. Les billets ont été imprimés en même temps que le paiement par carte de crédit était validé. En prenant l'escalator pour nous rendre sur le quai, Léna a remarqué quelque chose. Regardez ce panneau. La vitesse de l'escalator est de 1 mètre par seconde. C'est 5 fois plus rapide qu'en Allemagne, mais on ne se sent pas du tout en insécurité. Le TGV est entré en gare. Son design fuselé était impressionnant. Félix a commencé à le comparer à l'ICE. Le design est similaire à notre ICE 3, mais quelque chose est différent. En montant à bord, nous avons compris la différence. L'espace entre les sièges était plus grand et chaque siège disposait d'une prise électrique et d'une table. Nous avons testé la vitesse du Wi-Fi. Même à 300 km/h, nous obtenions 200 mégabits par seconde. Le train est parti à l'heure exacte, précis à la seconde près. Marc a commencé à mesurer la vitesse avec une application sur son smartphone. 100, 150, 250, 320 km/h. Mais le plus incroyable s'est produit. La tasse de café que Félix avait posée sur la table ne vibrait absolument pas. J'ai essayé de faire tenir une pièce de monnaie sur la tranche. Elle n'est pas tombée. Comment est-ce possible ? Près de 320 km/h et presque aucune vibration. L'ICE allemand est rapide, mais il n'a pas ce niveau de stabilité. Ce qui était particulièrement choquant, c'est que le train ne ralentissait presque pas, même dans les virages. Le guide nous a expliqué, il utilise une technologie d'inclinaison de la caisse et une suspension active. La précision des rails est également gérée au millimètre près. Après avoir passé à Gênes, en regardant par la fenêtre, nous avons vu un autre TGV nous croiser en sens inverse. La vitesse relative était de près de 640 km/h, mais il n'y a eu aucune vibration de la vitre. Nous avons vérifié l'heure. 1h10 depuis notre départ de Toulouse. Arrivé à la gare de Bordeaux-Saint-Jean, exactement 1h58. C'était incroyable de parcourir les 250 km de distance en si peu de temps. Félix a fait le calcul. De Berlin à Munich, il y a 580 km et l'ICE met 6 heures. À cette vitesse, on y serait en moins de 4 heures. En sortant de la gare de Bordeaux, nous avons découvert un paysage urbain moderne. Nous avons décidé de prendre le tramway pour nous rendre au Miroir d'eau. Les escalators menant au tramway de Bordeaux furent un autre choc. La pente était très raide, presque 45 degrés, mais la vitesse était incroyable. N'est-ce pas l'escalator le plus rapide du monde ? Le guide a ri et a répondu « En effet ». Les escalators du tramway de Bordeaux sont conçus pour être particulièrement rapides afin de fluidifier les flux de passagers aux heures de pointe. En attendant le tram, un panneau électronique affiché arrivait dans 1 minute 30. Le tram est arrivé à l'heure exacte. Anna s'est exclamée « Même le métro de Munich n'a pas cette précision à la seconde près ». Nous sommes arrivés au Miroir d'eau et avons marché le long des quais. Le soleil de novembre était doux, mais sur les quais, nous avons assisté à une autre scène surprenante. Dans un café, au lieu d'un beeper, la commande était notifiée via une application. 3 minutes plus tard, la notification est arrivée pile à l'heure. En allant chercher notre café, il était déjà prêt. Tout est numérisé ici. Pour le déjeuner, nous avons décidé de manger au marché des Capucins. En entrant dans ce marché couvert, des dizaines d'étals s'offraient à nous, mais chaque étal avait un QR code affiché. Vous pouvez payer par carte ou via une application mobile. Pas besoin d'espèces. Nous nous sommes assis à un étal. Dès que nous avons commandé, plusieurs petites assiettes de tapas sont apparues. Moins de 5 minutes plus tard, des brochettes fraîchement grillées étaient sur notre table. Marc chronométrait. 5 minutes et 12 secondes entre la commande et le service. C'est la vitesse d'un fast-food, mais la qualité est exceptionnelle. Nous avons regardé le chef cuisiner avec une dextérité incroyable. Sa rapidité était à peine croyable. On a l'habitude, vous savez, nous a dit le chef avec fierté. On en grille des centaines par jour. La vitesse et la précision, c'est ce qui compte. Après le repas, nous avons pris un taxi pour retourner à la gare. Le chauffeur conduisait sans GPS. Pas besoin de ça. Ça fait 30 ans que je suis taxi à Bordeaux. Il anticipait la durée des feux rouges pour changer de voie et choisissait des raccourcis pour éviter les embouteillages.
Le temps estimé pour rejoindre la gare était de 25 minutes, mais nous y sommes arrivés en 18 minutes. Dans le TGV du retour vers Toulouse, les élèves étaient silencieux. Chacun était occupé à digérer les expériences de la journée. Anna a été la première à parler. J'étais si fière de notre ICE, mais après avoir pris le TGV, j'ai honte. Il le surpasse en tout, vitesse, bien sûr, mais aussi stabilité, ponctualité et service. Félix a admis l'échelle d'investissement dans les infrastructures n'est pas la même. La France investit dans l'avenir, alors que nous nous accrochons à nos gloires passées. Nous sommes arrivés à Toulouse-Matabiau à 19h. Il était difficile de croire que nous avions fait un aller-retour à Bordeaux dans la journée. En Allemagne, cela aurait été un voyage de 2 jours. Dans le bus qui nous ramenait à l'hôtel, Marc faisait des calculs. Aujourd'hui, nous avons parcouru plus de 500 km, mais le temps de trajet réel n'était que de 4 heures. Cela signifie que nous nous sommes déplacés à une vitesse moyenne de 125 km par heure. Comment est-ce possible? Léna a ajouté. Et en faisant du tourisme, nous n'avons pas seulement voyagé, nous avons profité du voyage à cette vitesse. Ce soir-là, les élèves m'ont dit « Monsieur, nous avions tort, nous pensions que l'Allemagne était en avance, mais la France semble avoir déjà 10 ans d'avance sur nous. » Je suis restée sans voix. Après 30 ans à enseigner la supériorité de la technologie allemande, ma conviction était en train de s'effondrer en une seule journée. Le matin du 2e jour, un programme spécial était prévu, une visite de l'usine d'assemblage d'Airbus à Toulouse. Pour les élèves allemands, c'était une visite délicate. L'industrie automobile et aéronautique est la fierté même de l'Allemagne. En arrivant à l'usine, nous avons d'abord été submergés par sa taille gigantesque. C'est l'une des plus grandes usines individuelles du monde. Dans le centre d'accueil, on nous a donné une brève présentation. Production quotidienne, environ 3 avions complets et des dizaines de sections majeures. En entendant ces chiffres, Félix secoua la tête. C'est un chiffre impossible. Même l'usine principale de Volkswagen a une limite de production de quelques milliers de voitures par jour. Pas des machines aussi complexes. Vous y croirez quand vous le verrez de vos propres yeux, a déclaré le guide avec confiance. Nous nous sommes d'abord rendus à l'atelier de formage des métaux. D'énormes presses emboutissaient des feuilles d'alliage d'aluminium. Un seul coup puissant et un panneau de fuselage était formé. Le temps de cycle est de 8 secondes. 8 secondes. Les élèves allemands ont sorti leur chronomètre. Exactement toutes les 8 secondes, une pièce était produite. Une cadence de 5 pièces par minute. Et comment garantissez-vous la qualité, a demandé Anna. Chaque presse est équipée d'un scanner 3D. Il détecte des erreurs de 0,01 mm. Le taux de défaut est inférieur à 0,1%. Nous sommes passés à l'atelier d'assemblage de la structure. C'est là que le vrai choc a commencé. Des centaines de robots se déplaçaient comme dans un ballet. Robots de soudage, de rivetage, d'assemblage, fonctionnant en parfaite harmonie. Nous avons observé une opération de près. 6 robots rivetaient simultanément une section de fuselage. J'ai chronométré le temps que duraient les étincelles, 52 secondes. En 52 secondes, le rivetage principal d'une section était terminé. L'ensemble du processus prend 30 minutes. Une section de fuselage est terminée toutes les 30 minutes. Marc a sorti sa calculatrice. Une section toutes les 30 minutes, c'est 2 par heure. Si l'usine tourne 24 heures, 24, l'objectif de production devient possible. Ensuite, l'atelier de peinture. Là, nous avons été témoins d'une autre innovation. Les sections d'avions étaient entièrement immergées dans d'immenses bassins. C'était le processus de peinture par électrodéposition. Le temps d'immersion était de 3 minutes exactement. Une seconde d'erreur et la qualité serait compromise. Tout était contrôlé à la seconde près. Les usines allemandes sont précises, mais pas à ce niveau de vitesse. La ligne d'assemblage finale était la plus impressionnante. Le convoyeur se déplaçait lentement, mais sa vitesse était parfaitement calculée. C'était la vitesse optimale pour que les ouvriers installent les composants. La vitesse du convoyeur est de 5 mètres par minute. Cette vitesse est la valeur optimale que nous avons trouvée après avoir analysé 10 ans de données. Nous avons observé un poste en détail. Un technicien installait un tableau de bord en exactement 4 minutes. Le technicien suivant installait les sièges en 5 minutes. Chaque tâche était accomplie en moins de 10 minutes. Un technicien répète la même tâche environ 50 fois par jour. C'est ainsi qu'on atteint une maîtrise parfaite. Félix a demandé à un technicien, ce n'est pas trop difficile. On s'y habitue et nous avons une pause de 10 minutes
toutes les 2 heures. Les postes de travail sont conçus de manière ergonomique pour minimiser la fatigue. Nous sommes allés à la ligne d'assemblage des moteurs. C'est là que nous avons vu la scène la plus étonnante. Le processus complet d'assemblage d'un moteur ne prenait que 2 heures. Dans l'usine BMW, il faut au moins 8 heures pour un seul moteur, a déclaré Félix, incrédule. C'est possible grâce à la production de masse. Quand on fabrique des milliers de fois le même moteur, on devient naturellement plus rapide. Nous sommes passés à la zone de contrôle qualité. Dès qu'un avion sortait de la ligne, il subissait immédiatement un vol d'essai. 5 heures de vol d'essai. Pendant ce temps, 870 points de contrôle sont vérifiés. 870 points en 5 heures. Comment faites-vous? Des capteurs vérifient tout automatiquement. Le bruit des moteurs, les vibrations, les émissions, la réponse des commandes, tout est analysé en temps réel. On nous a conduits à la salle de contrôle. Un écran géant affichait en temps réel l'état de toute l'usine. La production de chaque ligne, le taux de défaut, le taux de fonctionnement étaient mis à jour à la seconde près. Une intelligence artificielle surveille l'usine 24 heures 24. Si un signe d'anomalie est détecté, une équipe d'intervention est dépêchée en moins de 30 secondes. Anna a demandé quelle est la vitesse de traitement des données. 10 tonnéraoctets par seconde. Actuellement, 100 000 capteurs sont installés dans toute l'usine. Course stratégie et jeu. Enfin, nous avons vu le parking où les avions terminés étaient alignés. Les avions finis s'étendaient à perte de vue. Mais ce qui était stupéfiant, c'est que tous ces avions seraient livrés en moins de 24 heures. Ce terminal de livraison peut préparer 5 avions en même temps. La préparation pour la livraison est terminée en 8 heures. La visite de l'usine terminée, nous sommes retournés dans la salle de réunion. Un ingénieur d'Airbus a fait la conclusion. Actuellement, l'efficacité de production de cette usine est de 97%. Les 3% de temps perdus sont principalement dus à des retards dans l'approvisionnement des pièces. L'année prochaine, nous visons 99%. Marc a levé la main. Les usines allemandes sont également automatisées, mais pourquoi y a-t-il une telle différence de vitesse? La France a toujours transformé les crises en opportunités. Lors du choc pétrolier, nous avons poussé l'efficacité à son paroxysme. Lors des récentes crises économiques, nous avons accéléré l'automatisation. À chaque crise, nous sommes devenus plus rapides. Félix a dit doucement, ni Mercedes, ni Porsche, ni BMW ne peuvent atteindre cette vitesse. Pendant que nous poursuivions le segment premium, Airbus poursuivait l'apogée de l'efficacité. En sortant de l'usine, nous avons visité le showroom. Les derniers modèles étaient exposés. Léna, en regardant l'intérieur, s'est exclamée « Cette qualité rivalise avec une Mercedes classe S, mais pour un prix bien inférieur. » C'est l'innovation de l'industrie française. Produire la même qualité en 2 fois moins de temps et à moitié prix. Dans le bus qui nous ramenait à l'hôtel, les élèves ne s'étaient pas encore remis du choc. Félix a dit « Monsieur, je comprends enfin pourquoi Volkswagen est en crise. Nous avons été beaucoup trop lents. » Anna a acquiescé. Un avion toutes les 8 heures. Si je raconte ça en rentrant en Allemagne, personne ne me croira. J'étais moi-même sans voix. Je commençais à m'inquiéter pour l'avenir de l'industrie allemande. Pendant que nous nous accrochions à la tradition et à la qualité, la France fonçait vers l'avenir. Le même après-midi, nous nous sommes dirigés vers la côte atlantique, à Saint-Nazaire. Une visite des chantiers de l'Atlantique était prévue. Parmi les élèves allemands, peu connaissaient la construction navale, mais ils allaient bientôt être confrontés à une réalité choquante. En arrivant près de Saint-Nazaire, nous avons vu d'énormes structures flottant au loin. Ce sont tous des navires, a demandé Léna, incrédule. Ce sont des paquebots de croisière et des méthaniers. Un seul paquebot coûte plus d'1 milliard d'euros. En franchissant les portes du chantier naval, un spectacle inimaginable s'est offert à nous. Sur un site gigantesque de la taille de 100 terrains de football, des dizaines de navires colossaux étaient en construction simultanément. Après une formation à la sécurité et avoir mis nos casques, nous avons d'abord été conduits au bureau d'études. Des centaines d'ingénieurs travaillaient sur la modélisation 3D. Les plans d'un seul navire représentent 100 000 pages. Avant, cela prenait 2 ans. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, nous le faisons en 6 mois. Sur un écran, un modèle 3D de navire était affiché. D'un simple clic de souris, une simulation de démontage et d'assemblage du navire était lancée. Marc a demandé « Comment détectez-vous les erreurs de conception ?»
L'IA les vérifie en temps réel. Même une erreur de connexion d'un seul tuyau est détectée instantanément. Le taux d'erreur est inférieur à 0, 1%. Nous sommes sortis sur le chantier. Le premier choc fut la construction par bloc. Le navire n'était pas construit d'un seul tenant, mais assemblé comme des Legos, à partir de blocs. Un seul bloc pèse 3000 tonnes. Nous les soulevons avec cette grue pour les assembler. À ce moment précis, l'énorme portique a commencé à bouger. Un bloc de la taille d'un immeuble de 10 étages a été soulevé dans les airs. La capacité de levage de cette grue est de 3600 tonnes, c'est l'une des plus grandes du monde. Le bloc a été déposé à son emplacement exact. La marge d'erreur était de 5 mm. Assembler un objet de 3000 tonnes avec une précision de 5 mm, c'était incroyable. Félix chronométrait 30 minutes pour assembler un bloc. On assemble 20 blocs par jour. Un navire est composé de 300 blocs. Le corps du navire est donc terminé en 15 jours. Anna a calculé la coque terminée en 15 jours. Dans les chantiers navals allemands, rien que la coque prend 6 mois. Nous sommes passés à la zone de soudage. Des centaines de soudeurs travaillaient simultanément, mais ce qui était stupéfiant, c'était leur vitesse. Un soudeur expérimenté soude 2 mètres par minute. En une journée de 8 heures, cela fait 960 mètres. La longueur totale de soudure pour un navire est de 300 km, mais avec 300 soudeurs, le travail est terminé en quelques jours. Les robots de soudage automatique étaient également impressionnants. Ils s'occupaient des zones difficiles d'accès pour les humains. Ils vérifiaient leur position avec des scanners laser et soudaient avec une précision parfaite. L'atelier de peinture était un autre monde. Dans un espace de la taille d'un terrain de football, les blocs du navire étaient peints entièrement. C'est une peinture spéciale, difficile à manipuler. Il faut maintenir une température de 25 degrés Celsius et une humidité de 50% avec précision. Les robots de peinture contrôlaient même la taille des particules de peinture pulvérisées, créant une surface parfaite tout en minimisant les pertes. La construction d'un méthanier était la plus impressionnante. Un navire spécial pour transporter du gaz naturel liquéfié à négatif 163 degrés Celsius. Le matériau du réservoir est un alliage spécial. Une erreur de soudure de 0, 1 mm pourrait provoquer une fuite de gaz. Nous avons observé les soudeurs au travail. Ils ressemblaient à des chirurgiens. Ils avançaient en inspectant les soudures en temps réel avec des rayons X, avec une personne soude 10 mètres par jour. Cela peut sembler lent, mais la précision est de 99%. Marc a demandé combien de temps faut-il pour former un tel soudeur. Au moins 10 ans. C'est pourquoi leur salaire dépasse 100 000 € par an. Ensuite, nous sommes allés à la zone d'armement, où l'intérieur du navire est aménagé. Tuyaux, câbles électriques, divers équipements étaient installés. Un seul navire utilise 200 km de tuyaux et 500 km de câbles, mais ce qui était stupéfiant, c'est que tout était installé avec une précision millimétrique sur la base des plans 3D. En utilisant la réalité augmentée, l'emplacement d'installation est affiché avec précision. Nous avons vu un ouvrier travailler avec des lunettes AR. En tenant un tuyau, son emplacement d'installation apparaissait en hologramme. La zone de test était spectaculaire. Le navire terminé était rempli d'eau et tous les systèmes étaient testés. Nous effectuons un test continu de 172 heures. Nous vérifions 3000 points, y compris le moteur, les équipements de navigation et les systèmes de sécurité. L'ENA a demandé combien de temps prend tout ce processus pour un méthanier, 6 mois pour la conception, 6 mois pour la construction. En un an, un navire de plusieurs centaines de millions d'euros est terminé. Félix secoua la tête. Dans un chantier naval allemand, il faudrait 3 ans pour construire le même navire. Comment est-ce possible en un an? Les 3 à 8, le travail en parallèle et le savoir-faire de nos experts. La France détient une part de marché élevée dans la construction de méthaniers. Enfin, nous avons visité l'Institut de recherche sur les technologies navales du futur. Ils développaient des navires autonomes. D'ici 2 ans, des cargos sans pilote feront leur apparition. Ils seront contrôlés à distance par satellite. Nous avons pu l'expérimenter sur un simulateur. C'était une traversée virtuelle de Saint-Nazaire à New York et l'intelligence artificielle analysait la météo et les courants pour proposer l'itinéraire optimal. En quittant le chantier naval, une dernière image est restée gravée dans ma mémoire. Un porte-conteneurs géant fraîchement terminé était en cours de lancement.
Un navire de 400 mètres de long, capable de transporter 20 000 conteneurs, glissait dans la mer. Anna a murmuré « L'Allemagne a abandonné la construction navale. Maintenant, je comprends pourquoi. » Comment rivaliser avec une telle vitesse et une telle échelle ? Félix a admis « Terminer un navire géant en 6 mois, ce n'est pas de la magie, c'est l'apogée du système. » Dans le bus du retour, Marc a résumé « L'industrie navale française est parmi les meilleures du monde. » Leur carnet de commandes, le plus important au monde, dit tout. Léna a ajouté « Ce n'est pas seulement rapide, ils ont aussi la précision pour résister à négatif 163 degrés Celsius. » Une harmonie parfaite entre vitesse et précision. Ce soir-là, nous avons eu une discussion sérieuse. Monsieur, on nous a appris que l'Allemagne a mené la révolution industrielle, mais il semble que la vraie révolution se passe en France en ce moment. J'ai dû être d'accord. Pendant que nous parlions d'industrie 4, 0, la France la mettait déjà en pratique. Le lendemain, nous nous sommes dirigés vers la Silicon Valley française, le plateau de Saclay, près de Paris. Nous allions visiter une usine de semi-conducteurs, l'un des plus grands sites de production d'Europe. Les étudiants allemands étaient sceptiques, connaissant la domination mondiale des entreprises asiatiques et américaines dans ce domaine. En arrivant dans la ville abritant l'usine, nous avons été surpris par la ville elle-même. Ce qui n'était qu'un paysage rural, il y a quelques années, était devenu une ville ultramoderne. Construire une ville à cette vitesse est déjà surprenant, mais y construire une usine de semi-conducteurs l'est encore plus. Nous sommes entrés sur l'immense site de l'usine, qui semblait faire des dizaines de fois la taille du Stade de France, pour passer les portiques de sécurité, 3 secondes pour la reconnaissance faciale, 10 secondes pour le contrôle des bagages, moins de 20 secondes au total. Dans le centre d'accueil, on nous a d'abord donné une explication. Production quotidienne, 10 000 wafers. Chaque wafer contient 500 puces. Cela fait donc 5 millions de puces produites par jour. Marc a sorti sa calculatrice. 5 millions, c'est plus que la production quotidienne mondiale de smartphones. Exactement. Cette seule usine produit une part importante des microcontrôleurs mondiaux. La visite de la salle blanche a commencé. Il nous a fallu 10 minutes rien que pour enfiler des combinaisons de protection intégrale, un espace où pas une seule particule de poussière n'est tolérée. En entrant dans la salle blanche, après avoir passé un sas de décontamination, le spectacle était saisissant. Un espace de la taille de 6 terrains de football rempli d'équipements, c'est une salle blanche de classe 1, moins d'une particule par pied cube, c'est 10 000 fois plus propre qu'une salle d'opération. Non, Cositz, passé 3 ans. Le système automatisé suspendu au plafond était impressionnant. Des conteneurs contenant des wafers se déplaçaient le long de rails à une vitesse de 4 mètres par seconde. La distance parcourue en une journée équivaut à un tour de la Terre. Il parcourt des dizaines de milliers de kilomètres en passant par les différentes étapes de production. Anna a demandé que font les humains. La surveillance est la réponse aux anomalies. Il y a 1 ingénieur par machine, c'est-à-dire qu'un ingénieur gère 10 machines. Nous avons observé le processus de photolithographie, le dessin des circuits par la lumière. Nous avons vu sur un moniteur le fonctionnement d'un équipement de lithographie à ultraviolet extrême. C'est un processus de 7 nanomètres. C'est 10 000 fois plus fin qu'un cheveu. À cette précision, nous traitons 100 wafers par heure. Félix était incrédule. Chez Infineon en Allemagne, le plus avancé est le 28 nanomètres et ici ils produisent en masse du 7 nanomètres. Nous produisons déjà en masse du 5 nanomètres et le développement du 3 nanomètres est terminé. Nous sommes passés à la zone de gravure, le processus de gravure des wafers avec du plasma. La précision est de l'ordre de l'angstrom, c'est-à-dire au niveau d'un seul atome, une étape prend 3 minutes. Mais comme il y a 700 étapes au total, il faut 3 mois pour terminer. Léna a demandé si cela prend 3 mois, comment pouvez-vous produire 10 000 wafers par jour? C'est un système de pipeline. Chaque jour, de nouveaux wafers sont introduits et des produits finis sortent. Le processus d'inspection était le plus impressionnant. Un microscope électronique scannait les puces et une intelligence artificielle identifiait les défauts. Il inspecte 1 million de transistors par seconde. L'objectif de taux de défaut est en ppb, c'est-à-dire une partie par milliard. Marc, prenant des notes, a dit ce que je pensais n'être possible qu'en théorie se passe réellement ici. Nous sommes passés à la salle de burn-in test, l'endroit où les puces finies sont testées à haute température pour éliminer les défauts. Nous testons pendant 48 heures à 125 degrés Celsius. Cela simule 10 ans d'utilisation.
Nous sommes entrés dans la salle de gestion du rendement. Un écran géant affichait le rendement en temps réel, 4, 20, 17, 3%, 4,27% signifie que sur 100 puces, seulement 3 sont défectueuses. Comment est-ce possible? C'est étonné, Anna. Nous nous améliorons constamment grâce au big data et à l'apprentissage automatique. Nous analysons des pétaoctets de données chaque jour. Nous sommes passés à l'usine de conditionnement. L'endroit où les wafers sont découpés en puces individuelles, la découpe se fait avec une lame de diamant et la précision est de l'ordre du micromètre. Nous découpons et conditionnons 50 000 puces par heure. Le taux de défaut est inférieur à 0,1%. Le système logistique automatisé était également phénoménal. Les produits finis étaient automatiquement triés et préparés pour l'expédition dans le monde entier. De la commande à l'expédition, 3 heures. 2 heures pour atteindre l'aéroport international le plus proche. En 5 heures, l'expédition peut commencer vers n'importe où dans le monde. Nous avons brièvement visité la zone de recherche. 10 000 chercheurs y travaillaient 24 heures 24. 50 brevets sont déposés chaque jour. Cela fait 18 000 par an. C'est l'un des meilleurs au monde. Félix a demandé, avec une telle vitesse de développement, comment les concurrents peuvent-ils suivre? Ils ne peuvent pas. Rien que l'investissement en équipement se chiffre en milliards d'euros par an. La barrière à l'entrée est beaucoup trop élevée. La visite terminée, nous sommes retournés dans la salle de réunion. Un ingénieur a fait la conclusion. Les semi-conducteurs sont une course de vitesse. 1 an de retard et vous perdez le marché. C'est pourquoi la France gagne. Nous courons jour et nuit. Hannah a levé la main. L'Allemagne a aussi la capacité technologique, mais pourquoi ne pouvons-nous pas gagner dans les semi-conducteurs? C'est une différence de vitesse de décision et d'investissement. Pendant que l'Allemagne tient des réunions, la France construit des usines. En quittant l'usine, Marc a murmuré « Des milliards d'investissements, 10 000 chercheurs, 18 000 brevets par an, c'est un projet d'envergure nationale ». L'ENA a ajouté « Mais c'est une entreprise privée qui le fait sans l'aide du gouvernement. C'est peut être là le secret de la vitesse française ». Dans le train de retour vers Toulouse, Félix a dit « Monsieur, je comprends enfin, la France transforme le futur en présent, pendant que nous essayons de protéger le passé. » J'étais moi-même plongée dans mes pensées. Je devais admettre que la supériorité de la technologie allemande dans laquelle j'avais cru pendant 30 ans était une illusion. À 17h30, notre guide nous a fait une proposition spéciale. Si vous voulez voir la vraie vitesse de Toulouse, vous devez vivre l'heure de pointe à la station de métro Jean Jaurès. Les étudiants allemands l'ont suivi, mi-curieux, mi-anxieux. L'heure de pointe à Berlin ou à Munich est bondée, mais on leur avait dit que Toulouse était d'une autre dimension. En arrivant à la station de métro Jean Jaurès, nous avons tous été submergés. Dans les escaliers et les escalators, un flot incessant de personnes se déplaçait comme une vague. Marc, filmant avec son smartphone, a murmuré « C'est indescriptible ». Il faut le voir pour le croire. Ce qui était incroyable, c'est que toutes ces personnes se déplaçaient sans se bousculer. Comme si elles étaient programmées, chacun connaissait son chemin avec précision. En 10 secondes, 100 personnes sont passées devant moi. Cela fait 600 personnes par minute qui passent par ce couloir, s'est exclamée Anna, stupéfaite. La culture de l'escalator était également particulièrement impressionnante. Bien que des centaines de personnes l'empruntent, à Toulouse, tout le monde se tenait bien à droite. La gauche était parfaitement libre pour ceux qui voulaient monter en marchant. En Allemagne, il y a aussi le principe de se tenir à droite, mais je n'ai jamais vu cela respecté aussi parfaitement, a remarqué Félix admiratif. Nous sommes descendus sur le quai. Devant les portes palières, les gens faisaient la queue en 2 lignes parfaites. Ils suivaient les lignes tracées au sol pour former une file impeccable. Le panneau électronique affichait « Arrivé dans 1 minute 30 ». Le métro est arrivé à l'heure exacte. Les portes se sont ouvertes, les gens sont sortis d'abord, puis les autres sont montés. C'était comme une chorégraphie. Le débarquement et l'embarquement de 300 personnes n'ont pris que 30 secondes. Comment est-ce possible ? A dit Marc en regardant son chronomètre. L'intérieur du métro était également surprenant. Il était bondé au point qu'on ne pouvait pas bouger, mais tout le monde regardait son smartphone ou lisait un livre. C'était calme et ordonné. Le métro allemand est aussi silencieux, mais avec cette densité, ce calme est impossible. À chaque station, des centaines de personnes montaient et descendaient, mais il n'y avait aucun retard. La fréquence de 2 minutes était strictement respectée. Nous avons également expérimenté un changement de ligne. Le couloir de correspondance faisait 500 mètres de long, mais il était parfaitement relié par des tapis roulants et des escalators. Temps de correspondance, 3 minutes et 27 secondes. On a parcouru 500 mètres en moins de 4 minutes, a noté Marc.
En sortant à la surface, nous avons observé un carrefour. À chaque changement de feu, près de 1000 personnes traversaient le passage piéton. Pendant 90 secondes, ils occupent complètement une route à 8 voies. Et puis les voitures recommencent à circuler. Ce rythme se répète 24 heures, 24. Nous sommes descendus dans le passage souterrain. Un dédale de galeries marchandes s'étendait en profondeur. Mais ce qui était surprenant, c'est que tout le monde se dirigeait vers sa destination sans se perdre. Il y a plus de 30 sorties, comment font-ils pour se repérer ? En regardant de plus près les panneaux, nous avons compris la raison. Il y avait des indications de direction tous les 10 mètres et une application pour smartphone permettait la navigation en intérieur. Nous sommes entrés dans un magasin de réparation de smartphones. Un client demandait la réparation d'un écran cassé et le service était d'une rapidité incroyable. Accueil, 1 minute. Réparation, 5 minutes. Paiement, 30 secondes. Total, 6 minutes et 30 secondes. Anna, chronométrant, était stupéfaite. En demandant au technicien, il nous a dit qu'il réparait en moyenne 80 appareils par jour. 6 minutes par appareil suffisaient amplement. Pour le dîner, nous sommes entrés dans un restaurant de kebab. Dès la commande, la cuisine s'est mise en branle. 3 personnes préparaient les kebabs en parfaite synchronisation. Préparation, 30 secondes. Service, 30 secondes. Exactement 1 minute, a noté Félix, admiratif. Aux heures de pointe, il prépare plusieurs centaines de kebabs par heure. Le taux de rotation des clients était également phénoménal. Temps de repas moyen, 15 minutes. Une table voyait passer 4 groupes de clients en 1 heure. Dans un restaurant allemand, c'est 2 heures en moyenne et ici, c'est 15 minutes. Nous nous sommes déplacés dans une rue de café. Le système de commande d'une grande chaîne de café était choquant. 6 bornes de commande automatiques, 2 comptoirs et les commandes mobiles étaient traitées simultanément. De la commande d'un café américain à sa réception, 1 minute et 50 secondes. Il y a 30 personnes qui attendent et c'est aussi rapide. Nous avons observé les baristas. Extraction de l'expresso, 25 secondes. Mousse de lait, 15 secondes. Total pour une boisson, 50 secondes. Il préparait 3 boissons en même temps. Nous avons également testé les services bancaires. Il était plus de 18 heures, mais la banque était encore ouverte. Il y avait 20 distributeurs automatiques et presque pas d'attente. Consultation de compte, virement, retrait, tout ça en 2 minutes. En Allemagne, il faut attendre 30 minutes au guichet, a comparé l'ENA. Nous avons également été témoins du système logistique des supérettes. À 19 heures, nous avons vu un employé réapprovisionner les rayons d'une supérette et sa vitesse nous a étonnés. Il traite 30 produits par minute, de l'ouverture du carton à la mise en rayon. À ce rythme, il vide 200 cartons en 30 minutes. À 20 heures, nous avons commandé un repas via une application de livraison. Plus de 500 restaurants étaient affichés dans un rayon de 3 km. Nous avons commandé des sushis et chronométrés. Confirmation de la commande et début de la préparation, 3 minutes. Départ du livreur, 15 minutes. Arrivée, 28 minutes. Des sushis frais livrés en 28 minutes. En Allemagne, même une pizza prend 1 heure. Nous avons discuté un peu avec le livreur. Il nous a dit que son GPS lui donnait l'itinéraire optimal et calculait même le temps d'attente au feu. En livrant 50 commandes par jour, il pouvait gagner plus de 4 000 € par mois. À 22 heures, la ville était encore pleine de vie. Les magasins de vêtements étaient ouverts, les restaurants bondés. En Allemagne, la plupart des magasins ferment à 20 heures. Toulouse est vraiment une ville qui dort jamais. Dans le taxi qui nous ramenait à l'hôtel, Félix a dit « Rien qu'avec ce que j'ai vu aujourd'hui, je pourrais écrire une thèse. Comment une seule station, comme Jean Jaurès, peut-elle gérer une telle vitesse ?» Le chauffeur a ri et a dit « C'est le quotidien à Toulouse, si on ne bouge pas vite, on ne survit pas. » Ces mots semblaient tout expliquer. Une vitesse de survie devenue la norme et qui, à son tour, est devenue une force compétitive. C'était Toulouse. La nuit du 2e jour, nous avons planifié une expérience spéciale. À 23h55, nous avons commandé divers produits sur l'application Amazon, de l'eau minérale, des fruits, de la lessive et même des accessoires pour ordinateur portable. La livraison était garantie avant 7h du matin. Est-ce vraiment possible ? Anna était sceptique. À 3h du matin, nous nous sommes levés tôt pour visiter un centre logistique, un immense centre logistique près de Toulouse. Malgré l'heure tardive, des centaines de véhicules de livraison étaient alignés sur le parking. Le bâtiment faisait la taille de 10 stades de football. C'est 2 fois plus grand que l'entrepôt Amazon en Allemagne, le plus grand d'Europe, a dit Marc en levant les yeux vers le bâtiment. Après une formation à la sécurité, nous sommes entrés. Dès l'entrée, le choc.
des étagères atteignant le plafond s'étendaient à perte de vue, plus de 10 millions d'articles en stock. C'est assez pour fournir tous les habitants de Toulouse en produits de première nécessité pendant une journée, a expliqué le guide. Nous sommes passés à la zone automatisée. Des centaines de robots soulevaient et transportaient des étagères entières. Leur mouvement parfait, sans collision, était phénoménal. Un robot transporte 300 articles par heure. Avec des centaines de robots, on peut traiter plus de 100 000 articles en une heure. Une intelligence artificielle calculait l'itinéraire optimal en temps réel. Les robots communiquaient entre eux et ajustaient leur trajectoire à la milliseconde près. Au poste de prélèvement, des employés emballaient les produits. Le temps moyen pour scanner un article et le mettre dans une boîte était de 8 secondes. Une personne traite 450 articles par heure. En 8 heures, ça fait 3600, a calculé Félix. Mais ce qui était incroyable, c'était la précision. Grâce à un système de triple vérification par scan, le taux d'erreur était inférieur à 0, 1%. Le taux d'erreur dans les centres logistiques allemands est de 2%. Comment est-ce possible ? La zone d'emballage était spectaculaire. Une intelligence artificielle calculait la taille du produit et sélectionnait la boîte optimale. Même la longueur du ruban adhésif était ajustée automatiquement. Le temps d'emballage moyen était de 12 secondes. Le matériau de rembourrage était également inséré automatiquement en quantité exacte. Le système de tri était également phénoménal. Un seul scan suffisait pour trouver la destination exacte parmi 3000 zones en France. Les tapis roulants changeaient automatiquement de direction pour trier les colis. À 4 heures du matin, nous avons observé la zone de chargement. Des colis étaient chargés dans des centaines de camions et le chargement d'un camion prenait en moyenne 10 minutes. 300 boîtes dans un camion chargé en 10 minutes en Allemagne, ça prendrait 1 heure, s'est exclamée Léna admirative. Nous avons parlé à un livreur. Je pars à 4h30 et je dois tout livrer avant 7h. Je dois livrer 150 produits en 2h30. Est-ce possible ? Oui, grâce aux boîtes à colis dans les immeubles. Dans un seul immeuble, je peux déposer 30 colis en 10 minutes. À 5h du matin, nous avons visité la salle de contrôle du centre logistique. La situation logistique de tout le pays était affichée en temps réel. Actuellement, 30 000 personnes sont en livraison dans tout le pays. 3 millions de produits sont en mouvement. Une intelligence artificielle analysait les conditions de circulation et ajustait les itinéraires de livraison en temps réel. Si un retard était prévu, la livraison était automatiquement réattribuée à un autre chauffeur. À 6h, nous sommes retournés à l'hôtel. Et à 6h42, la première notification est arrivée. Livraison effectuée. En descendant dans le hall, les produits que nous avions commandés étaient là. Eau minérale, fruits, lessive, accessoires pour ordinateur portable, tout. Exactement 6h47 après la commande. Commander en pleine nuit et recevoir le matin, a dit Marc, stupéfait en ouvrant les boîtes. J'ai vérifié l'état des fruits. La fraîcheur était parfaite. L'emballage anti-choc était également excellent. En Allemagne, si je commande des fruits en ligne, ça prend 3 jours et la fraîcheur n'est plus la même. En prenant le petit déjeuner, je me suis souvenu des mots du directeur du centre logistique. Les Français n'aiment pas attendre. C'est pour ça que nous travaillons la nuit. Anna a ouvert son ordinateur portable et a commencé à résumer. Capacité de traitement du centre logistique, 1 million de colis par jour, temps de traitement moyen 3 heures, délai de livraison 7 heures. Ces chiffres sont incroyables. Félix a ajouté « DHL en Allemagne est une entreprise de logistique mondiale, mais une telle vitesse est inimaginable. La France est en train de faire une révolution logistique. » Cet après-midi-là, nous avons testé un autre service de livraison, ChronoFresh, un service spécialisé dans les produits alimentaires frais, commande avant 23h, livraison avant 7h. Nous avons commandé des légumes pour salade et des fruits de mer. Le lendemain matin, à 6h30, la commande est arrivée pile à l'heure. Les légumes étaient d'une fraîcheur impeccable et les fruits de mer étaient parfaitement conservés avec des pains de glace. On dirait qu'ils ont été récoltés il y a moins de 12 heures. Comment est-ce possible ? A dit Léna en touchant une salade croquante. Le livreur nous a expliqué, ils sont récoltés la nuit à la ferme, emballés à l'aube et expédiés immédiatement. La chaîne du froid n'est jamais rompue. Un pays où un tel système est la norme. Pour les étudiants allemands, la France était le futur. Le matin du 3e jour, nous avons décidé d'explorer en profondeur la culture de la livraison de repas. Nous allions utiliser divers services de livraison du matin au soir. À 8h, j'ai ouvert l'application Uber Eats.
200 restaurants proposaient la livraison pour le petit déjeuner. On peut se faire livrer dès le matin. En Allemagne, ça ne commence qu'à midi, s'est étonnée Anna. Nous avons commandé des toasts et du café. Arrivé en 22 minutes, les toasts étaient encore croustillants et le café bien chaud. En regardant le sac du livreur, nous avons vu qu'il s'agissait d'un sac isotherme spécial, compartimenté pour séparer le chaud du froid. À 10 heures pour l'expérience, nous avons commandé simultanément dans 4 restaurants, un restaurant chinois, un spécialiste du poulet frit, une pizzeria et un stand de crêpes. Le plus rapide fut les crêpes, 18 minutes. Ensuite, le riz cantonais du restaurant chinois en 24 minutes, le poulet frit en 27 minutes et la pizza en 31 minutes. Tout est arrivé en moins de 40 minutes et encore chaud. Marc notait les temps. La livraison du restaurant chinois était particulièrement impressionnante. Pour éviter que les nouilles ne ramollissent, les nouilles et le bouillon étaient dans des récipients séparés. Il suffisait de les mélanger juste avant de manger, comme si c'était fraîchement préparé. À l'heure du déjeuner, nous nous sommes rendus dans le quartier d'affaires de Compan-Caffarelli pour assister à la gare de la livraison du midi. Devant un immeuble de bureaux, nous avons vu une scène incroyable. 50 scooters de livraison attendaient en même temps. Rien que cet immeuble génère 500 commandes en 1 heure, nous a expliqué un livreur de passage. Le hall devant les ascenseurs était rempli de livreurs. Mais il n'y avait pas de chaos. Un ascenseur leur était dédié, ce qui permettait un mouvement efficace. Nous avons visité un restaurant spécialisé dans les bento. La cuisine était visible et 10 cuisiniers travaillaient avec des mouvements parfaitement synchronisés. En 2 heures de déjeuner, nous préparons 300 bentos. C'est un rythme de 10 toutes les 4 minutes, a expliqué le gérant. C'était un système où le riz et les accompagnements préparés à l'avance étaient assemblés. Dès qu'une commande arrivait, un bento était prêt en 15 secondes. À 15 heures, nous avons testé la livraison de café. Nous avons commandé un café glacé et un dessert qui sont arrivés en 15 minutes. Les glaçons n'avaient presque pas fondu. Comment est-ce possible, a dit Anna en regardant dans le gobelet. En observant le scooter du livreur, nous avons vu qu'il était équipé d'un porte-gobelet spécial avec un système d'absorption des chocs pour que les boissons ne soient pas secouées. À 18 heures, nous avons commandé un barbecue à livrer. Avec la viande, la salade, la sauce, l'ail et les piments, tout est arrivé. Même des brochettes jetables. On peut avoir l'expérience du barbecue à la maison, s'est exclamé Félix admiratif. À 21 heures, nous avons vécu l'apogée de la livraison nocturne, un plateau de fruits de mer. La présentation était artistique, les huîtres étaient ouvertes, le citron emballé séparément, les sauces dans des petits pots. En Allemagne, si on commande du vin, on reçoit juste la bouteille, à comparer l'ENA. Les avis sur l'application de livraison étaient également impressionnants, des centaines d'avis avec photos. C'était facile de choisir. On commande en se basant sur les avis. Donc pas de mauvaise surprise. On dirait que tout le monde évalue honnêtement. À minuit, nous avons fait une dernière expérience. Pour vérifier si la livraison était vraiment possible 24 heures, 24, nous avons commandé une soupe à l'oignon. Elle est arrivée 35 minutes plus tard. Une soupe à l'oignon fraîchement préparée, en pleine nuit. Ça veut dire que les cuisines tournent même la nuit. C'est vraiment choquant, a dit Marc en secouant la tête. Nous avons discuté un peu avec le livreur. Il nous a dit que les tarifs de livraison sont plus élevés la nuit, mais qu'il y a beaucoup de commandes, principalement des employés qui font des heures supplémentaires ou des jeunes qui jouent aux jeux vidéo. Vous gagnez combien par mois? En travaillant bien, je peux gagner 5 000 €. Félix a calculé, c'est autant qu'un jeune diplômé en Allemagne. Gagner autant avec la livraison. Le lendemain matin, nous avons fait le point sur la culture de la livraison. Livraison possible 24 heures, 24. Temps de livraison moyen de 30 minutes. Choix de menu infini. Système d'avis transparent. C'est le quotidien en France, a résumé Léna sur son ordinateur portable. Anna a ajouté, ce n'est pas juste de la livraison de repas, c'est une révolution du mode de vie. La maison devient un restaurant. Félix a conclu, en rentrant en Allemagne, la nourriture livrée va me manquer, la culture de la livraison française est la meilleure du monde. Le 3e après-midi, nous avons décidé de nous plonger dans l'infrastructure informatique de la France. Nous voulions vérifier si sa réputation de nation numérique était justifiée. Nous avons commencé par tester la vitesse de la 5G dans la rue. Avec une application sur smartphone, la vitesse de téléchargement atteignait 2-3 Gbps. C'est vrai ça ? La 5G allemande atteint au mieux 100 mégabits par seconde, a dit Marc, refaisant le test plusieurs fois. Le résultat était le même. Plus surprenant encore, nous obtenions la même vitesse dans le métro. Aucune coupure pendant que nous traversions les tunnels.
La 5G fonctionne même à 20 mètres sous terre. Le métro allemand a souvent du mal à capter la 3G. Nous avons essayé de gérer nos opérations bancaires sur mobile. Anna a installé l'application d'une banque française et a ouvert un compte en seulement 3 minutes. Il suffisait de scanner son passeport et de remplir quelques informations. En Allemagne, il faut aller à la banque et attendre 2 heures. Nous avons aussi essayé de faire un virement. Il suffisait de saisir le numéro de compte et l'argent était transféré instantanément, sans frais. Un virement en temps réel sans frais, en Allemagne, c'est le lendemain et ça coûte 5 € de frais, à comparer Félix. Nous avons testé les services de l'e-gouvernement. Le site web du gouvernement était au-delà de nos attentes. On peut obtenir un certificat de résidence, un acte de naissance, une attestation de revenus, n'importe quel document en ligne. C'est étonné Léna en regardant l'écran. Nous avons essayé, en demandant un certificat de scolarité, il a été généré en format PDF en 30 secondes. Avec une signature électronique, il était reconnu comme un document officiel. En Allemagne, il faut encore aller à la mairie et faire la queue. La France est déjà entièrement numérisée. Pour ta Barthé, le système de prise de rendez-vous médicaux était également choquant. Sur une application, il a fallu moins d'1 minute pour chercher un hôpital, choisir un médecin et réserver un créneau. Le temps d'attente était même affiché en temps réel. En Allemagne, il faut prendre rendez-vous par téléphone et attendre 2 semaines. Nous avons également découvert l'innovation dans le commerce en ligne. Une fonction de réalité augmentée permettait de placer virtuellement des meubles dans une pièce et l'IA recommandait la taille. On peut même essayer virtuellement des vêtements. La précision est de 95%, a dit Anna en essayant virtuellement plusieurs tenues. Le système de paiement mobile était encore plus surprenant. Il y avait de nombreuses options. Nous avons essayé dans une supérette. En approchant le smartphone du terminal, le paiement s'est effectué en 0,5 secondes. Le reçu était automatiquement sauvegardé dans l'application. Plus besoin de portefeuille. Un seul smartphone suffit pour tout payer, a admiré Marc. Le système de carte de transport était également innovant. Une seule carte permettait d'utiliser tous les transports en commun du pays. Les réductions pour les correspondances étaient appliquées automatiquement. À Berlin, il faut acheter un ticket différent pour chaque zone. Ici, avec une seule carte, on peut aller partout dans le pays. Donc, le système de stationnement était également intelligent. La plaque d'immatriculation était reconnue pour le paiement automatique et une application permettait de retrouver son emplacement de parking. Une caméra mémorise l'endroit où on s'est garé et l'application nous guide. Fini de s'inquiéter d'avoir oublié où on s'est garé, a testé Léna. Nous avons également découvert la technologie de la maison connectée. Dans un showroom, nous avons vu la technologie IoT. On pouvait contrôler tous les appareils électroménagers par la voix. Allume la lumière, met la climatisation, change de chaîne de télé. Tout est possible par commande vocale. Le Wi-Fi public était également surprenant. Dans le métro, les bus, les parcs, les bibliothèques, partout il y avait du Wi-Fi gratuit. La vitesse était supérieure à 100 mégabits par seconde. En Allemagne, même quand il y a du Wi-Fi public, il est lent et se déconnecte tout le temps. Nous avons aussi vu une application de la technologie blockchain. Les diplômes universitaires sont gérés sur la blockchain, ce qui les rend infalsifiables. Plus besoin de diplôme papier. Un simple QR code suffit pour en vérifier l'authenticité. Les services d'intelligence artificielle étaient également devenus monnaie courante. Dans un restaurant, l'IA analysait nos goûts pour nous recommander un menu. Elle analyse l'historique de vos commandes et vos avis pour vous suggérer des plats que vous pourriez aimer. La précision dépasse 80%. Le soir, nous avons visité une arène d'e-sport. 5000 personnes assistaient à un match de jeux professionnels. Le jeu est devenu un sport. Le prix pour le vainqueur dépasse le 1 million d'euros, a dit Félix en regardant le match. La technologie du stade était phénoménale. Les spectateurs pouvaient regarder la vue du joueur sur leur propre smartphone et des analyses de données en temps réel étaient fournies. De retour à l'hôtel, nous avons fait le point sur la journée. Vitesse de la 5G, numéro 1 mondial. E-gouvernement, numéro 1 mondial. Taux de pénétration d'Internet, numéro 1 mondial. Taux d'utilisation du paiement mobile, numéro 1 mondial. Sur tous les indicateurs, la France est au sommet, a résumé Marc avec ses données.
Anna a ajouté « Ce n'est pas seulement de la technologie, c'est le mode de vie lui-même qui est numérisé ». Léna a conclu « Pendant que l'Allemagne parle d'industrie 4, la France vit déjà dans l'après ». Félix a dit sérieusement, ce que nous avons vu, c'est le futur, un niveau que l'Allemagne atteindra peut être dans 10 ans si elle y arrive. Le moment du départ est enfin arrivé. 48 heures s'étaient écoulées, la tempête était passée et les vols vers Paris avaient repris. Mais les visages des élèves étaient empreints de regrets. Dans l'autocar qui nous menait à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, les élèves étaient silencieux. Ils regardaient avec regret les paysages de Toulouse défiler par la fenêtre. « Je ne peux pas croire qu'on doit déjà partir », a murmuré Anna. En arrivant à l'aéroport, un autre choc a commencé. Le processus de départ était d'une rapidité inimaginable. Nous nous sommes placés devant une borne d'enregistrement automatique. En scannant nos passeports, nos informations de réservation sont apparues instantanément et le choix des sièges a pris 30 secondes. À l'aéroport de Francfort, il faut faire la queue pendant 20 minutes, rien que pour ça, a dit Félix en regardant sa montre. L'enregistrement des bagages était également automatisé. Mettre la valise sur le tapis roulant et attacher l'étiquette a pris 1 minute. Le traitement des bagages pour les 19 personnes a pris 10 minutes. Nous nous sommes dirigés vers le contrôle de sécurité. Les derniers scanners CT étaient installés et il n'était pas nécessaire de sortir les ordinateurs portables ou les liquides. Le sac passe tel quel et on voit tout ce qu'il y a dedans. Cette technologie n'existe pas encore en Allemagne, s'est étonné Marc. Le temps de passage par personne était de 15 secondes. Les agents de sécurité nous guidaient avec amabilité. Une atmosphère totalement différente de la rigueur des aéroports allemands. Nous sommes arrivés au contrôle des passeports. Il y avait 20 portiques automatisés et absolument aucune file d'attente. Reconnaissance faciale, 3 secondes. Vérification des empreintes, 2 secondes. Ouverture du portique, 2 secondes. Total, 7 secondes pour passer le contrôle, a mesuré Léna. En entrant dans la zone duty-free, un autre monde s'est ouvert à nous. Des centaines de boutiques de luxe, sur une surface immense. Le duty-free de Toulouse-Blagnac est l'un des plus rentables au monde. Maintenant, je comprends pourquoi. Il y avait aussi une application de duty-free mobile, un système permettant de commander à l'avance et de récupérer sa commande à la porte d'embarquement. Si on veut gagner du temps, on utilise l'appli. Si on veut flâner, on visite les boutiques. Le choix est vaste, a dit Anna en parcourant l'application. Nous avons également testé le salon de l'aéroport. Nous y sommes entrés avec un Priority Pass et les installations étaient dignes d'un hôtel. Douche, salle de repos et même un espace de relaxation. Se détendre dans un spa avant un long vol, a admiré Félix. Les services de robots étaient également impressionnants. Un robot d'information se promenait et indiquait le chemin, tandis qu'un robot de nettoyage maintenait le sol impeccable. « Montre-moi comment aller à la porte 14 », a demandé Marc au robot. Une carte est apparue sur l'écran et il a donné des instructions vocales. Il a même indiqué le temps de trajet estimé. Nous avons également visité la zone de correspondance. Il y avait de nombreuses installations pour réduire le temps de correspondance, un contrôle de sécurité dédié, des voiturettes électriques pour se déplacer rapidement et même un hôtel de transit. Si le temps de correspondance est long, il propose même des visites gratuites de la ville. On dirait plus un lieu touristique qu'un aéroport. Il y avait aussi une scène pour des événements culturels. Des spectacles de tradition française étaient présentés gratuitement. Les touristes étrangers regardaient avec curiosité. On peut même avoir une expérience culturelle à l'aéroport. C'est vraiment un aéroport complet, a dit Léna en regardant le spectacle. En nous dirigeant vers la porte d'embarquement, une autre surprise nous attendait. Des voiturettes électriques circulaient, mais sans chauffeur. Elles étaient entièrement autonomes. Des voiturettes sans chauffeur qui circulent à l'heure exacte, toutes les 2 minutes apparemment. L'heure d'embarquement approchait. Devant la porte, nous voulions sentir la France une dernière fois. Allons boire un café. Nous sommes entrés dans un café. Nous avons commandé et le café est arrivé en 1 minute. Nous avons vécu la vitesse française jusqu'au bout. Juste avant d'embarquer, Félix a dit « Monsieur, comment 48 heures ont-elles pu passer si vite ? J'ai l'impression d'être resté 1 mois. » Anna a ajouté « En rentrant en Allemagne, tout va nous paraître lent. » On s'est habitué à la vitesse française. Marc, regardant l'aéroport, a dit « Rien qu'en voyant cet aéroport, on comprend à quel point la France est avancée. » C'est un système parfait. Léna, avec une expression nostalgique, a dit « Je reviendrai, c'est sûr, pas pour le tourisme cette fois, mais pour étudier. »
En passant la porte d'embarquement, je me suis retournée. L'image resplendissante de l'aéroport de Toulouse-Blagnac s'est gravée dans ma mémoire. Avant de monter dans l'avion, Félix a dit sérieusement « Monsieur, l'Allemagne est-elle vraiment un pays avancé ? En voyant la France, j'ai l'impression que nous sommes en retard. » Je suis restée sans voix. J'avais l'impression que les 30 ans de conviction en la supériorité allemande s'étaient effondrés en 48 heures. Nous sommes arrivés à l'aéroport de Munich. La différence avec Toulouse-Blagnac s'est immédiatement fait sentir. La file d'attente pour le contrôle des passeports était longue et avançait lentement. Ça fait 30 minutes qu'on fait la queue et on n'a même pas fait la moitié, a soupiré Marc. Il nous a fallu 45 minutes pour récupérer nos bagages. Le tapis roulant n'a commencé à tourner que 30 minutes après l'arrivée de l'avion. À Toulouse, c'était 8 minutes, a comparé Anna. Le lendemain de notre retour à l'école, une assemblée générale d'urgence a été convoquée. Le proviseur voulait entendre notre expérience. La présentation préparée par les élèves a commencé. Le titre s'est affiché à l'écran « La France, le futur que nous devons apprendre ». Félix a commencé le premier exposé. En 48 heures, nous avons vu le futur. Un pays où les avions sont produits à un rythme effréné, où la livraison matinale est la norme et où la vitesse de la 5G est 50 fois supérieure à celle de l'Allemagne. Un murmure a parcouru l'auditorium. Anna a poursuivi. Une société qui vit 24 heures, 24, des livraisons de repas en 30 minutes, un métro à la seconde près. La France est le pays de la vitesse. Mais la qualité est aussi au rendez-vous. Marc a présenté les données. Production quotidienne de semi-conducteurs, 5 millions. Temps de construction d'un méthanier, 6 mois. Capacité de traitement d'un centre logistique, 240 000 colis par heure. Ces chiffres sont la réalité. L'ENA a conclu, nous n'avons poursuivi que la précision. La France a acquis la précision et la vitesse en même temps. C'est là la vraie compétitivité. À la fin de la présentation, des applaudissements ont éclaté. Un professeur a levé la main. Est-ce vraiment la vérité ? N'y a-t-il pas d'exagération ? Les élèves ont montré les vidéos et les photos qu'ils avaient prises, des preuves avec les eurodatages. Le proviseur s'est levé. C'est choquant, mais nous devons l'admettre. Il est temps pour nous de changer. Une semaine plus tard, un journal local nous a demandé une interview. L'expérience des élèves s'était répandue de bouche à oreille. Un mois plus tard, un événement encore plus grand s'est produit. La chaîne de télévision publique allemande nous a contactés pour produire un documentaire. Un programme spécial de 2 heures a été produit, intitulé « La vitesse de la France vue par des étudiants allemands ». Après la diffusion, la réaction a été explosive, l'audience a atteint 15%. Toute l'Allemagne a commencé à s'intéresser à la France. Le gouvernement de l'État de Bavière a fait une annonce officielle. Nous envoyons une délégation industrielle en France. Une délégation d'envergure dirigée par le ministre-président lui-même. 3 mois plus tard, le changement a commencé chez les élèves. Félix a postulé à un programme d'échange à l'université de Toulouse. Il voulait étudier le génie mécanique en France. Anna a obtenu un stage dans la filiale européenne d'une grande entreprise électronique. Elle voulait découvrir la culture d'entreprise française de l'intérieur. Marc a commencé à apprendre le français. Son objectif est d'intégrer une grande école en France. L'ENA a participé à un concours de design organisé par Airbus. Elle voulait apprendre le design dynamique français. 6 mois plus tard, l'aéroport de Munich a commencé à changer. Le système d'enregistrement automatique a été étendu et le contrôle de sécurité modernisé. Il a été officiellement annoncé que l'aéroport de Toulouse-Blagnac avait servi de modèle. Les constructeurs automobiles allemands ont également commencé à bouger. BMW a annoncé envisager l'introduction d'un système de production à la française et Volkswagen a promu un projet de coentreprise avec une entreprise française de batterie. Récemment, je prépare la publication d'un livre. Le titre est « 48 heures, ce que la France a appris à l'Allemagne ». Les maisons d'édition manifestent un grand intérêt. Une nouvelle surprenante est également arrivée. Notre école est en pourparlers pour un jumelage avec un lycée français. Un programme d'échange annuel est prévu. Aujourd'hui, dans le milieu de l'éducation allemand, il y a un mouvement pour apprendre de la France, surtout dans les domaines de l'éducation numérique et de la créativité. Dans mes cours, je cite souvent des exemples français. Je dis à mes élèves, le monde est vaste et il y a beaucoup à apprendre. L'arrogance de se croire les meilleurs est un frein au développement. La France nous l'a appris. L'industrie allemande aussi change.
Siemens a décidé d'adopter des technologies françaises pour la construction de ses usines intelligentes et Bosch étend sa collaboration avec des start-up françaises. Récemment, le ministre allemand de l'économie a déclaré officiellement « Nous devons apprendre de la vitesse et de l'efficacité de la France. Ils savent comment transformer les crises en opportunités. » Je suis toujours en contact avec les élèves. Félix m'a annoncé son admission à l'université de Toulouse. Anna m'a informé qu'elle avait reçu une offre d'emploi permanent de son entreprise de stage. Marc a réussi l'examen de français niveau bonne et Léna a remporté un prix d'excellence à son concours de design. Pour l'Allemagne, la France n'est plus seulement un voisin, c'est un pays qui montre la voie de l'avenir, un pays dont il faut apprendre. L'été prochain, je retournerai en France. Cette fois, je prévois une formation intensive de 2 semaines avec des élèves. La leçon la plus importante que la France nous a apprise est la suivante. La vitesse et la qualité ne sont pas un choix. Les deux sont possibles. La France l'a prouvé. Voilà l'histoire des 48 heures en France vécues par des lycéens allemands. Qu'en avez-vous pensé? L'Allemagne, synonyme de précision et de qualité. Et pourtant, ils se sont inclinés devant la vitesse de la France. Un avion produit toutes les 8 heures, un navire géant terminé en 6 mois, un colis commandé en pleine nuit et livré au petit matin. Pour nous, c'est peu, être le quotidien, mais pour eux, ce fut un choc. Cette histoire ne doit pas être une simple source de fierté. Tout comme les élèves allemands ont appris en France, nous devons nous aussi apprendre constamment. En nous concentrant uniquement sur la vitesse, n'avons-nous rien perdu de vue? En ne poursuivant que l'efficacité, n'avons-nous pas perdu des valeurs? Nous devons y réfléchir. Néanmoins, il est certain que la France est déjà la meilleure du monde dans de nombreux domaines, notre quotidien et le futur d'autres pays. Tout comme l'Allemagne cherche à apprendre de la France, le monde entier a les yeux rivés sur la France. Nous avons maintenant une plus grande responsabilité, la responsabilité d'un pays leader mondial. Si vous avez trouvé cette histoire intéressante, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Partagez cette vidéo en particulier avec vos amis allemands ou des Français vivant en Allemagne. Faire connaître la force de la France au monde est aussi notre rôle. La prochaine fois, je vous raconterai une histoire encore plus surprenante, jusqu'au jour où le présent de la France deviendra le futur du monde. Avançons ensemble avec fierté. Merci beaucoup pour votre attention.